Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer que notre perception est faussée, que notre raisonnement est biaisé, que nos connaissances sont incertaines et que nous sommes facilement manipulables. Alors avec tout ça, comment pourrait-on encore avoir confiance en soi? Eh ben justement, on va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Nous sommes pour la plupart frileux à l'idée de prendre des risques. Il en résulte notre tendance à l'immobilisme. Lorsqu'on évalue une information, on ne devrait pas conclure qu'elle est vraie, fausse ou qu'on ne sait pas. À la place, on devrait estimer un pourcentage de confiance. L'intuition est un jugement inconscient qui aboutit à une conclusion sans que nous sachions par quel cheminement, ni si ce cheminement est juste. Il faut donc préférer suivre notre raison, et seulement lorsque ce n'est pas possible, suivre notre intuition. Il y a la bonne et la mauvaise manière d'aborder la confiance en soi, et on va commencer par éliminer la mauvaise. Beaucoup de gens veulent paraître sûrs d'eux en permanence, y compris lorsqu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font ou de ce dont ils parlent. Souvent, ces gens-là sont faciles à reconnaître, plus ils sont largués, plus ils essaient de compenser en adoptant une posture prétentieuse ou agressive. Ça, évidemment, ça s'appelle de l'arrogance, et c'est précisément le contraire de la confiance en soi. En plus de ne tromper que les faibles d'esprit, l'arrogance rend ceux qui y ont recours insupportables, voire pathétiques. Comme on dit, ce sont les petits chiens qui aboient le plus fort. La confiance en soi, généralement, elle se voit, il n'y a pas besoin de la prouver. Au contraire, plus on s'acharne à vouloir la montrer, plus on trahit notre fébrilité. Cela dit, il y a pire que tout le temps vouloir paraître sûr de soi. C'est de tout le temps vouloir être sûr de soi. Parce qu'on va voir que contrairement aux idées reçues, la confiance en soi n'est pas forcément une qualité. Imaginons que vous conduisez un camion pour la première fois. C'est mon camion! Ce camion a un gabarit plutôt large, auquel vous n'êtes pas habitué. Vous pourriez alors être trop précautionneux, au point de déborder sur la voie opposée pour préserver votre marge de sécurité avec le bord de la route, ou à l'inverse, pas assez, au risque d'arracher les rétroviseurs sur votre passage. Dans les deux cas, ces conduites sont dangereuses, et il vous faut rapidement vous adapter à ce nouveau gabarit pour tenir votre voie normalement. C'est exactement pareil pour notre confiance en nous lorsque nous agissons ou prenons des décisions. Sauf que là, bien sûr, la difficulté n'est pas de connaître le gabarit de notre camion, mais de bien nous connaître nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses. Nous pouvons ne pas assez avoir confiance en nous lorsque nous nous sous-estimons, auquel cas nous sommes dans la peur. Nos craintes non justifiées occasionnent alors de l'anxiété, du doute et de l'hésitation, qui ajoutent inutilement de la difficulté au bon déroulement de nos actions. Nous risquons aussi de ne pas oser faire des choses dont nous sommes pourtant parfaitement capables, et de laisser ainsi filer des opportunités. Comme par exemple, et j'en avais déjà parlé, quand on n'ose pas inviter à sortir une personne qui nous plaît. De même, nous pouvons avoir trop confiance en nous, lorsque nous nous surestimons, auquel cas nous sommes dans la présomption. Nous risquons alors de prendre des risques démesurés et d'en payer les conséquences. Bon là c'est surtout ce mec-là qui va en payer les conséquences. Mais quand même on sent bien que notre champion est un peu embarrassé. En revanche, en jugeant adéquatement de nos forces et de nos faiblesses, on peut consciemment en tirer avantage. Nous avons tous des faiblesses, c'est parfaitement normal, personne n'est parfait. Et même si ça nous est pénible, nous devons les reconnaître en tant que telles et non les ignorer. D'abord, ça nous permet d'estimer correctement les risques associés à nos actions pour choisir en pleine connaissance de cause de les mener ou non. Ensuite, nos faiblesses connues constituent des opportunités d'amélioration personnelle, que nous pouvons décider d'explorer par la suite. Enfin, en cas d'échec provoqué par une faiblesse dans un domaine, il est important que nous sachions désigner cette faiblesse comme la cause de cet échec. Tenez par exemple, si je décide de cuisiner un soufflé au chocolat alors que je suis nul en pâtisserie, et que le résultat est imbouffable. Soit je suis capable de dire bah c'est normal, je débute en pâtisserie, et c'est pour ça que j'ai échoué, j'aurais peut-être dû commencer par quelque chose de moins difficile qu'un soufflé. Et après, libre à moi de choisir de m'améliorer ou non dans ce domaine. Soit je ne suis pas capable de le dire, et à ce moment-là, je risque de chercher une autre réponse, potentiellement fausse, à la question « Pourquoi j'ai échoué ?» Je vais alors peut-être rejeter la faute sur la recette, sur les ingrédients, sur mon matos, ou alors je vais me remettre en question plus profondément que nécessaire, et je vais me trouver nul, déprimé... En tout cas, aucune de ces réponses ne m'aidera, voire elles seront contre-productives. Quelles que soient nos décisions ou nos actions, elles comportent toutes, sans exception, une part de risque. Tenez par exemple, je reprends notre histoire de camion. Même si vous maîtrisez parfaitement votre conduite, à chaque fois que vous croisez un véhicule roulant sur la voie opposée, vous courez un risque.
Lors du croisement, il se peut tout à fait que le conducteur du véhicule d'en face ait un malaise et se déporte sur votre voie trop tard pour que vous n'ayez le temps de réagir. Ce risque a beau être extrêmement improbable, il existe à chaque fois qu'un véhicule en croise un autre, ce qui doit arriver probablement des millions de fois par jour. Pour autant, fort heureusement, ça n'empêche pas les gens de rouler. Le risque zéro n'existe jamais, et nous interdire d'agir au moindre signe de risque nous condamnerait à l'immobilisme et à la paranoïa. La bonne gestion de notre confiance en nous consiste à juger les risques associés à nos actions, sans les sous-estimer ni les surestimer, puis à les comparer aux gains qu'on cherche à obtenir à travers ces actions. Si on considère que le rapport gain sur risque d'une action est acceptable, alors on assume pleinement de courir le risque associé à cette action, et on fonce. Si par malheur ce risque se concrétise, alors, tant pis, nous avions envisagé cette éventualité et admis qu'elle pouvait arriver. Il nous faut donc l'accepter sereinement. En revanche, si on juge un risque trop important pour un gain espéré, alors deux possibilités s'offrent à nous. On peut envisager de prendre des mesures de précaution supplémentaires pour réduire le risque avant d'agir, ou bien on peut tout simplement choisir de ne pas courir ce risque. Pour calculer l'importance d'un risque, il faut multiplier ensemble deux choses. La probabilité que ce risque se concrétise et l'impact que cela aurait s'il se concrétisait. Lors du croisement de deux véhicules, une collision aurait un impact dévastateur, mais sa probabilité est si faible qu'on juge ce risque peu important. Conduire bourré par contre, bon d'accord, ça peut augmenter un peu l'impact d'un accident si ça nous fait rouler plus vite par exemple, mais le danger vient surtout du fait que ça en fait exploser la probabilité. Et puisqu'on parle en multiplication et pas en addition, ça rend très vite ce risque vraiment important. Donc il faut pas déconner avec ça. Se faire une micro-coupure en se rasant le visage, c'est plutôt fréquent, mais ça cicatrise presque immédiatement, donc vu l'impact, on est quand même sur un risque faible. Et si comme moi vous y allez à la tondeuse électrique, bah là faut quand même être vachement maladroit pour se couper, donc avec une probabilité quasi nulle, ce risque devient presque inexistant. Bon, ça m'a pas empêché d'y arriver une fois, mais ça c'est parce que je suis une tâche. Pour bien évaluer un risque, il faut savoir en évaluer correctement la probabilité et l'impact. Et pour l'un comme pour l'autre, on va voir que plusieurs choses peuvent nous induire en erreur et qu'il faut y faire attention. Nous avons tendance à surestimer l'impact potentiel des risques que nous prenons. D'abord à cause de notre aversion à l'échec, que j'avais évoqué à l'épisode 5. L'une des raisons pour lesquelles nous craignons tant d'échouer est que ça nous remet en question, et que c'est rarement très agréable. Or même si nous cherchons à l'éviter autant que possible, il arrive forcément que nous nous rations de temps à autre, parce que ça arrive à tout le monde. Personne n'est infaillible, sans compter qu'occasionnellement, les circonstances à elles seules suffisent à nous planter quoi qu'on fasse. C'est pour ça que nous ne devons pas voir dans l'échec une preuve de notre nullité ou le vivre comme un traumatisme. Autrement, nous perdrions très souvent confiance en nous. En revanche, il ne faut pas vivre non plus dans le déni de nos échecs. Comme pour nos faiblesses, nous devons les admettre et apprendre d'eux, en particulier si elles nous renseignent sur des erreurs que nous avons pu commettre, afin de ne plus les reproduire et de nous améliorer. Être capable de prendre du recul sur nos échecs et d'en ressortir renforcés est une très grande qualité qu'on appelle la résilience. De plus, on accorde souvent bien trop d'importance au regard des autres. Tenez, je vais vous faire une confidence, je danse comme une pelle. Y a rien à faire, j'ai beau avoir pris des cours pour essayer de m'améliorer, je suis un cas désespéré. Et j'ai longtemps été ce type un peu coincé au bord de la piste de danse qui ose pas y aller de peur d'être ridicule devant tout le monde. Jusqu'à ce que je réalise un truc, c'est que la plupart des gens sur une piste de danse ne pensent qu'à la manière dont ils dansent eux-mêmes. Assez souvent parce que eux aussi ont peur d'être ridicules. Et donc à moins d'être vraiment arraché et de faire n'importe quoi, on risque rien du tout en réalité, puisque personne ne nous regarde, puisque tout le monde se regarde soi-même. Et ça, c'est tout aussi valable sur une piste de danse que dans la vraie vie. Nous sommes obnubilés par l'image que nous renvoyons de nous-mêmes, mais le reste du monde s'en cogne de notre image, parce que de leur côté, ils sont obnubilés par la leur. Moralité, ce regard des autres si terrible qui nous effraie tant est souvent bien moins important qu'on se le représente, quand il n'est pas tout simplement inexistant. Notre court-termisme peut également nous tromper dans l'estimation d'un risque. On envisage souvent un impact pour le moment présent, et non dans la durée. Pour relativiser cet impact, on peut se demander s'il aura toujours la même importance dans 5 minutes, dans 5 heures, dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans. Si je risque de passer pour un clown auprès d'inconnus que je ne verrai plus jamais de ma vie après une soirée. Ok, ce serait embarrassant, mais sur un laps de temps si court qu'on peut pas vraiment dire que ça aurait une grande importance. Il existe aussi une variante qui consiste à se demander toujours « et après ». C'est un peu le même principe que la règle des 5 pourquoi dont j'avais parlé à l'épisode 7. En invitant quelqu'un qui me plaît à sortir, je risque de prendre un râteau. Et après, je serai contrarié sur le moment. Et après, les choses peuvent éventuellement être un peu gênantes entre moi et cette personne pendant un temps. Et après, bah plus rien en fait. Chacun finit par passer à autre chose, et au moins j'aurai essayé.
Pour ce qui est de calculer la probabilité des risques maintenant. Je l'ai déjà dit, une mauvaise connaissance de nos forces et faiblesses peut nous tromper. C'est pourquoi il nous faut constamment tirer les leçons de notre expérience, dans les succès comme dans les échecs. Notre méconnaissance aussi peut nous induire en erreur. Soit parce que nous ne savons pas une information, soit parce que nous croyons en de fausses informations. Comme nous l'avons vu à l'épisode 14, nous devons estimer et garder en tête le pourcentage de confiance que nous avons dans chaque information dont nous nous servons. Et il faut aussi nous assurer qu'elles sont pertinentes dans le contexte où nous les utilisons. Par exemple, vous avez peut-être appris qu'il vaut mieux mettre une victime de malaise en position latérale de sécurité si elle demeure inconsciente. Mais si vous appliquez ça à une victime inconsciente à la suite d'un choc ayant pu occasionner des fractures, alors vous risquez d'aggraver ces fractures. Auquel cas, à moins d'être qualifié dans ce domaine, il vaut mieux ne pas manipuler la victime et attendre les secours. Nous devons aussi tenir compte des limites de notre raisonnement. Notre cerveau n'est pas capable d'envisager toutes les conséquences de nos actions ou décisions dans les moindres détails. Ces conséquences peuvent avoir des ramifications infinies par effet papillon, or notre raisonnement ne l'est pas lui. On prévoit ce qu'on peut prévoir, mais il reste toujours une part d'incertitude non résolue, et ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Il faut également beaucoup nous méfier des actions qui nous récompensent sur le moment, mais qui présentent un risque pour plus tard. Nous sous-estimons souvent ces risques, la certitude d'un avantage immédiat prend le pas dans notre esprit, sur l'éventualité d'une conséquence néfaste ultérieure. Un exemple typique de ça, c'est le sexe non protégé. Sur le moment, beaucoup de gens sont si excités qu'ils négligent le risque d'infection ou de grossesse non désirée, en se disant que de toute façon, il est faible. Et ce n'est qu'après coup, si je puis dire, qu'ils réalisent avoir cédé à leur biais de préférence. C'est un sujet qui peut prêter à sourire, mais malheureusement je connais des gens qui ont foutu leur vie en l'air comme ça, sur une bête prise de risque. Enfin, nos superstitions polluent notre estimation des risques, en nous faisant prendre en compte des facteurs qui ne sont absolument pas pertinents. Si votre horoscope vous dit que tout ira bien pour vous aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour aller faire une partie de roulette russe entre amis. Et puisqu'on parle de superstition, on va dire que je m'acharne, mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un dire « J'ai confiance en mon intuition !» avant de faire la connerie du siècle, et oui, une fois de plus, il n'y a rien de surnaturel dans notre intuition, ce n'est qu'une forme de raisonnement inconscient, pas forcément juste et souvent biaisé par notre subjectif. Elle est donc loin d'être fiable, et on ne devrait s'y fier qu'en tout dernier recours. Je récapitule. La bonne gestion de notre confiance en nous consiste à évaluer correctement les risques associés à nos actions, d'après leur impact et leur probabilité, puis à choisir en connaissance de cause, d'agir ou de ne pas agir. Bien comprendre les risques que nous prenons peut déjà apaiser un peu nos inquiétudes. Ça nous évite d'avoir peur de tout, sans pour autant être imprudent. Cela dit, ça n'empêche pas que nous ressentions du stress lorsque nous agissons, et ça ne doit pas nous paralyser. Notre sensation d'anxiété est inévitable, c'est une réaction physique instinctive de notre corps qu'il nous faut accepter et avec laquelle apprendre à exister. On peut l'atténuer par notre préparation aux situations que nous rencontrons. Si vous donnez une présentation importante au bureau et que ça vous stresse au moment de prendre la parole, dites-vous bien une chose. Votre réussite dépend bien moins de ce moment que de la manière dont vous l'avez préparé. Les dés ont été jetés bien avant votre prise de parole. Autrement dit, si vous avez bien préparé votre coup, vous n'avez rien à craindre. On peut aussi chercher à comprendre précisément les causes de nos inquiétudes, afin de les rationaliser. Par exemple, je fais du ski alpin en compétition, et avant chaque course, il n'y a rien à faire, j'ai cette sensation de boule dans le ventre qui grandit à mesure que mon départ approche. Je pense d'ailleurs que c'est pareil pour la majorité des coureurs, que je salue au passage. Mon truc, c'est de relativiser en me disant que j'ai déjà dû courir plus d'1 millier de manches de slalom au cours de ma vie, alors pourquoi stresser pour celle-là en particulier ? Et enfin, nous pouvons nous habituer à l'anxiété, à force de nous y confronter. Tenez, c'est tout bête, mais quand j'ai commencé cette série, étrangement, j'étais stressé à l'idée de parler tout seul devant ma caméra. Et ça se voit d'ailleurs sur mon premier épisode. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que la série existe et que je m'enregistre au moins 2 heures chaque semaine. Je peux vous dire que ça me fait plus ni chaud ni froid. Et c'est pour ça qu'il faut souvent sortir de nos zones de confort pour être de moins en moins sensible à l'anxiété qu'on peut ressentir en terrain inconnu. C'est aussi de cette manière qu'on accroît nos connaissances et nos capacités, sur lesquelles se fonde notre confiance en nous. Parce que oui, c'est pas le tout d'avoir confiance en soi, il faut aussi que cette confiance repose sur du solide. Mais ça, nous en reparlerons au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 17e épisode. 5 mois déjà, vous vous rendez compte, ça passe vite quand même, hein. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent la chaîne avec cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Si vous souhaitez m'aider à développer la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le pouce magique, en me laissant un commentaire, ou, encore plus efficace, en partageant cet épisode autour de vous. Comme toujours, un très grand merci à tous ceux qui s'en donnent la peine. Peut-être que vous vous en rendez pas bien compte, mais vraiment ça m'aide énormément. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.